Désinformation, manipulation, intoxication, les médias français sont de nouveau à la manœuvre. Objectif, créer un blocus médiatique sur les esprits, s'aimer le doute et la panique. Bref, ils ne vont pas y arriver parce que la réponse avec Sidiki Dembélé dans l'édito de cette édition. Et nous allons aller plus loin dans l'analyse des vidéos de propagande et de fausses informations de ces médias sur le Mali et particulièrement sur les forces armées maliennes. Nous avons un invité pour cela. Il se nomme Badi Aïdara. Il est analyste politique. Fin de la 5e cohorte à l'école de la citoyenneté. Forte de 200 participants à Bamako, le programme s'est apaisanti sur les thématiques liées à la citoyenneté, au civisme, à la civilité, aux règles de conduite, à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble avec comme socle les valeurs ancestrales. Abdul Karim Kaba nous fera le point. Nous allons découvrir ensemble les mouches soldats noirs. Oui, ça existe. Ce sont des insectes qui produisent et peuvent servir comme aliments volailles, poissons et également les cultures dans les champs. Ça sera avec nos correspondants Honoré Tchinou et Bassi Traoré depuis Ségou. Samedi 20h, bonsoir à tous. Un invité sur ce plateau, à mes côtés, Monsieur Badi Aïdara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Bonsoir, je remercie pour votre invitation et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Nous sommes au lendemain des obsèques de l'un de nos valeureux soldats, la personne de feu général d'armée Sadio Camara. Monsieur Aïdara, dites-nous, la mort est triste, mais cette mort n'a-t-elle pas repositionné les dés en rendant davantage le Mali et les Maliens, si je peux le dire comme ça, encore plus déterminés à asseoir notre souveraineté? En réalité, avant toute chose, permettez-moi de présenter mes condoléances à l'ensemble des victimes de ces attentats barbares, inhumains, contre notre pays, contre le Mali, contre l'AES, contre tous les peuples noirs. Et c'est l'occasion de rendre hommage à nos soldats. Le feu général Sadio Camara, général des corps armés, qui a donné sa vie pour le Mali, comme toutes les autres personnes de notre armée et qui ont fait des choix personnels, qui ont décidé de sacrifier leur vie pour le Mali. Nous en serons reconnaissants à leur égard parce que si vous et moi on est en train de faire cette émission aujourd'hui, c'est que c'est des gens qui ne dorment pas nuit et jour pour assurer cette quiétude-là. Et à l'occasion de ces événements, le peuple malien s'est retrouvé. Le général était une personnalité assez appréciée des Maliens. Nous l'avons vu. Les visages étaient attristés, les visages étaient abasourdis, étonnés de ce qui venait d'arriver. Nous avons vu énormément de témoignages de l'humanité du général, de sa proximité avec les Maliens, de tout rang social, de toute ethnie, de toute culture. Et c'est cela que les Maliens lui ont rendu à travers cet hommage vaste. Et surtout pas qu'au Mali, le monde entier a compati avec nous. On reviendra sur ce qui s'est passé dans certains pays. Et encore une fois, nos hommages à l'ensemble des victimes et que nos forces armées sachent que s'ils font les combats avec les armes, nous, le peuple, nous ferons le combat autrement, à notre manière, pour les aider au maximum dans leur mission. Et nous, avec les mots ici. Merci pour ces réponses. On va se retrouver tout à l'heure. D'ailleurs, notre édito en parle ce soir de cette désinformation, manipulation et intoxication des médias français qui sont de nouveau à la manœuvre pour répandre l'idéologie de leurs maîtres. Et pour y arriver, ils se mettent au service des groupes terroristes en diffusant des vidéos de propagande et de fausses informations sur le Mali et particulièrement sur les forces armées maliennes. Leur objectif est de créer un blocus médiatique sur les esprits, s'aimer le doute, la panique, mais c'est sans compter avec la détermination du peuple malien, un peuple conscient des réalités, déterminé à soutenir ses autorités et à gagner la bataille de la souveraineté. On voit tout cela avec Sidiki Dembélé, c'est l'édito de cette édition. Voici sur le terrain quelques bilans des forces armées maliennes à la suite des offensives et frappes de drones sur les groupes armés terroristes. Jugez-en vous-même.
Et au moment où certains annoncent Bamako sous blocus, ce vendredi 1er mai, plus de 800 citernes sont entrées dans la capitale sous escorte des FAMA sans embûche. Ces images d'exploit, vous ne les verrez jamais sur les médias européens, particulièrement français. Parce que simplement, ils refusent de voir l'eau dans les fleuves. Ils refusent l'évidence. Ils sont dans les dénis, dans les mensonges, dans la propagande. Sinon, comment comprendre la promptitude de ces médias français à diffuser des informations provenant des groupes terroristes, des vidéos de propagande, des images montées de toutes pièces, des informations sélectives et à offrir des plateaux sans aucun équilibre aux terroristes? Loin des réalités journalistiques, ces journalistes français sont dans la fabrique de la peur, dans la manipulation, pour faire croire à l'opinion que le destin du Mali est entre les mains de la France. Peine perdue. Heureusement, le peuple malien n'est pas dupe. Le peuple malien est bien conscient des réalités sur le terrain et les médias maliens combattront les mensonges et les blocus médiatiques de ces journalistes français avec la vérité et la souveraineté informationnelle. Oui, le Mali dans le cœur et dans les esprits, même sans être sur le territoire national. Tenez-vous bien, la communauté malienne de France s'est mobilisée ce samedi pour rendre hommage aux victimes des événements tragiques survenus au Mali, marqués par la disparition de feu général d'armée Sadio Camara. Deux manifestations ont été organisées par l'AES Confédération Diaspora France, Europe et par le Haut Conseil des Maliens de France. Leurs représentants ont été reçus à l'ambassade du Mali en France en présence des représentants diplomatiques du Burkina Faso et du Niger. Deux manifestes ont été remis aux autorités, nous signale Deïssi Sogo depuis Paris. Ils étaient très nombreux à répondre à l'appel. Drapés aux couleurs nationales, hommes, femmes et jeunes ont exprimé leur attachement à la patrie lors de deux rassemblements chargés de sens, l'un à l'initiative de l'AES Confédération Diaspora France-Europe et le deuxième organisé par le Haut Conseil des Maliens de France. Des moments d'unité et de patriotisme au lendemain des obsèques nationales de feu général d'armée Sadio Camara. Point d'orgue de cette mobilisation, la représentation diplomatique du Mali à Paris. Sur place, le chargé d'affaires entouré des responsables de la mission diplomatique et consulaire, ainsi que du consul honoraire du Mali à Orléans et ses collaborateurs, a accueilli une délégation conduite par la coordinatrice Koulibaly Ramata Maïga. Nous disons aux familles éprouvées, vous n'êtes pas seuls. Votre deuil est celui de tout un peuple. À nos autorités et aux forces de défense du Mali et de l'AES, nous serons debout sur les remparts à vos côtés pour mener le combat de la liberté, de la souveraineté et de la dignité et du progrès de nos pays. Un Sadio Camara tombé sur le champ d'honneur pour la mère patrie. Des bataillons de Sadio Camara sont debout. Au peuple, restons unis, debout, solidaires et vigilants. Plus tôt dans la journée, la présidente du Haut Conseil des Maliens de France, accompagnée de sa délégation, avait également été reçue par le chargé d'affaires. On est venu remettre ce manifeste de solidarité et de condoléances pour montrer notre solidarité avec la population malienne et également nos forces de sécurité et de défense qui se battent tous les jours au quotidien, et aussi présenter nos condoléances suite à l'assassinat lâche de feu Sadio Camara, ministre de la Défense. On est loin du Mali, on est de l'autre côté de la Méditerranée, donc c'était le lieu pour venir présenter nos condoléances et remettre ce document. Face à ces marques de solidarité, le chargé d'affaires a salué l'engagement et le patriotisme de la communauté. Ce soutien constant renforce la détermination collective du peuple du Mali et du gouvernement à faire face à la barbarie, à soutenir les familles endeuillées et à poursuivre la lutte pour la paix
la sécurité et la dignité de notre nation et de l'espace AIS. Au nom des plus hautes autorités de la transition, je vous exprime notre gratitude et notre attachement indéfectible à la grande famille malienne unie, à la grande famille de l'AIS, voire de l'Afrique, unie dans la douleur comme dans l'espérance. Une solidarité qui dépasse les frontières maliennes. Les représentants diplomatiques du Burkina Faso et du Niger, ainsi que plusieurs sympathisants d'autres nationalités, ont tenu à marquer leur présence aux côtés du peuple malien. Le Mali n'est pas seul. La douleur est partagée et nous sommes à côté de ceux qui souffrent dans leur chair, dans leurs âmes. Depuis les événements tragiques, les Maliens se sont mobilisés un peu partout en France. Au-delà du deuil, ces mobilisations se veulent un symbole fort, celui d'un peuple uni, solidaire et profondément attaché à son avenir. Oui, les Maliens unis en temps de bonheur comme en temps de douleur. Je reviens à notre invité de ce journal, M. Badi Aïdara, analyste politique. Vous venez de suivre tout à l'heure l'éditorial sur le traitement tendancieux de l'information par certains médias et cette grande mobilisation en France pour soutenir nos autorités. Alors, quelle lecture faites-vous de tout cela, de tout ce que vous venez de voir tout à l'heure? Déjà, je vais commencer mon intervention par les manifestations qui ont eu lieu au niveau de la diaspora. Oui. Cela prouve à suffisance que les autorités de la transition sont soutenues par l'ensemble des Maliens. Ces manifestations n'ont pas eu lieu au Mali, ont eu lieu à l'extérieur du Mali. Cela prouve que l'ensemble des Maliens ont été touchés par les événements, oui, compatissent avec les Maliens. Oui. Nous avons reçu énormément de communications, d'appels, d'inquiétudes de la diaspora qui étaient dues à quoi? Pas à la réalité de la situation, mais à la propagande médiatique. Vous parlez de traitement tendancieux, j'irai encore plus loin. Oui. Nous pouvons parler de complicité, de connivence. Nous pouvons même dire que certains médias internationaux se sont transformés comme service de communication des terroristes. À cet égard, nous avons vu les porte-paroles des mouvements terroristes, quelques jours après les attaques, parader dans certaines capitales internationales, passer leur message sur les plateaux, comme si c'était normal, comme si de rien n'était, comme si on avait en face d'eux des responsables d'associations humanitaires, des acteurs classiques. Cela prouve quoi? Cela prouve que nous sommes dans un complot international. Oui. Nous faisons face à un ensemble d'acteurs qui veulent imposer un narratif, faire peur à la population et créer surtout une crise de confiance entre le gouvernement, l'État, les autorités et la population. Parce que si on suit très bien M. Badi, on dirait qu'ils veulent évoquer un blocus sur Bamako, pour citer leur terminologie, si vous me le permettez. En réalité, je parlais de services de communication. Oui. Il suffit que les terroristes fassent n'importe quelle annonce. Ces annonces sont prises pour vérité, sans vérification, sans respect des principes de déontologie journalistique. Oui. Et ils ont pour rôle d'amplifier la communication des terroristes de sorte à créer la psychose. Oui. Ils ont parlé de blocus, alors même que nous avons vu des camions de citernes, plus de 800 camions citernes qui sont rentrés au Mali aujourd'hui. Hier seulement, oui. Et mieux encore, les populations vaguent à leurs occupations. Les déplacements ont lieu entre Bamako et les différentes villes. Oui. Actuellement, les gares sont remplies, les cars sont remplis, les va-et-vient ont lieu. Et ils ont pour objectif d'amplifier. Ils ne vérifient même pas l'information. Il suffit que les terroristes annoncent quelque chose, ils répètent. C'est à se demander si c'est eux-mêmes qui font ces annonces, c'est eux-mêmes qui conseillent les terroristes. Oui. On doit se poser la question. La manière dont ces terroristes communiquent bénéficie d'un écho de communication
c'est à se demander si on n'est pas face à une stratégie de connivence et une stratégie ensemble. Alors, nous, médias nationaux qui sommes là, alors quelle doit être notre façon de faire? Comment doit-on réagir face à cette cabale médiatique? Nous l'appelons ici cabale médiatique. Je pense que la meilleure manière pour nos médias nationaux, étatiques comme privés, c'est d'être d'abord conscient du contexte dans lequel on est, oui. D'être réactif face à l'information, et surtout, les autorités doivent mettre à la disposition des médias des moyens suffisamment importants. Pourquoi je parle de la question des moyens? Les médias internationaux qui font ces propagandes, si on prend un des exemples de ces médias-là sans citer leur nom, leur budget annuel va autour de 3 milliards d'euros ou de dollars. Oui. Cela veut dire que la communication a un coût, la réactivité a un coût, et je vais paraphraser le feu général Sadio Kamara dans une de ses interventions. Allez-y. Il a eu à le dire. Il dit que si nous enlevons la guerre informationnelle dans le travail que les FAMA doivent faire, 90% du problème est réglé. Oui. Et la meilleure manière de faire face à cette guerre médiatique, c'est une rénovation, une réorganisation et doter nos outils de communication de manière extraordinaire. Au-delà des moyens, il est important que tous les acteurs, publics comme privés, ceux qui sont des journalistes officiels, ceux qui ne sont pas des journalistes officiels, parce que nous avons des citoyens qui concourent à informer la population. Tout à fait, sur les médias. Il est temps que sur les réseaux sociaux, travaillent ensemble. Il est temps que tous travaillent en synergie pour aller dans la même direction. Et que dites-vous à ceux qui consomment ces informations-là, les acteurs qui consomment, la population face aux rumeurs et à la désinformation? Que dites-vous à la population malienne? La rumeur va vite, la rumeur prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Oui. Pourquoi je commence par cette expression? C'est pour dire à la population malienne que l'information est sensible, l'information est complexe. Ils doivent se référer aux sources d'information officielles. Ils doivent, à défaut, éviter de partager des informations tendancieuses. En l'absence de vérification de l'information, s'en remettre aux autorités. Et je finis là-dessus par rapport à la population. Comme le président de la République l'a dit dans son allocution, nous devons être extrêmement soudés. Nous devons remonter le maximum d'informations. Nous devons éviter de céder à la panique. Et nous devons être solidaires. Très solidaires. Face à ce genre de situation, le premier rempart, avant même les forces armées, c'est la population. Parce qu'une population désunie, une population désorganisée ne pourra en aucun cas avoir une armée efficace qui peut travailler dans les bonnes conditions. Si les FAMA travaillent dans des bonnes conditions avec les bonnes informations, c'est parce qu'il y a une population qui les aide dans ce travail. Ne regardons pas les FAMA sur le terrain et les encourager à nous protéger. Mais cette protection-là, nous sommes partie intégrante de cette protection en remontant les informations nécessaires. Et je finis là-dessus. Attention, le but des terroristes, c'est de nous diviser. C'est de nous faire croire que le problème serait un problème Peul, de nous faire croire que le problème serait un problème Touareg, etc. En réalité, le Mali est un pays multiculturel qui a toujours vécu en paix. Nous devons faire attention aux amalgames, ne pas indexer, et il n'appartient pas à la population de faire justice. Si vous attrapez des individus suspects, il faut les remettre aux autorités. Tout à fait. Ils seront à même de faire le travail nécessaire. Monsieur Sinon, Aïdara, dites-nous rapidement. Nous allons créer la discorde au sein de la population, et ça, c'est très dangereux. En venant ce soir à l'ORTM, vous êtes venu en toute quiétude. La sécurité est là ou pas? Tout à fait. Pour le dire, les Maliens vaguent à leurs occupations. J'ai même eu à faire les embouteillages tellement il y avait du trafic. Le monde est Je suis passé
devant des compagnies de transport qui étaient bondées, les cars vont et reviennent. Oui. Donc nous ne savons pas d'où vient ce blocus. Oui. Peut-être qu'il est imaginaire dans la tête de nos ennemis. Tout à fait. Alors rapidement, quel message particulier avez-vous à donner à nos compatriotes, aux Maliens, pour qu'on se rassure, pour qu'on soit encore davantage derrière nos femmes? Le terrorisme est un phénomène qui essaie de s'incruster dans la population en véhiculant un discours de haine pour que certaines parties de la population développent la haine contre une autre partie. Oui. Et à la population malienne, aucun peuple, je dis bien aucun peuple, ne peut vaincre le terrorisme sans la solidarité, sans l'implication de tous les Maliens. Le Premier ministre l'a dit dans son discours en disant qu'il croit en l'homme, qu'il croit en l'humanité, que ceux qui se sont adonnés à ces choses-là, que les Maliens qui avaient le minimum de sympathie, que les Maliens qui collaborent, qui les fournissent des assistances logistiques, des motos de carburant, comprennent qu'ils peuvent jouir de l'argent qu'on les donne, mais c'est leurs fils, leurs enfants demain qui seront tués par les mêmes carburants. Qu'ils comprennent que l'argent immédiat, l'appât du gain, ne devrait pas conduire certaines parties de la population à favoriser les activités de ces terroristes. Qu'ils comprennent que l'argent qu'ils gagnent aujourd'hui, ils le perdront demain en vue humaine. Et ça pourra être leurs propres enfants, leurs propres sœurs, leurs propres parents. Oui. Plus de collaboration. Plus de collaboration. Oui, plus d'informations. Plus d'informations. Et on ne peut pas donner ce message à la population sans adresser un message aussi à nos autorités. Oui. De dire que nous sommes derrière eux, nous les soutenons, nous les encourageons davantage à tirer les leçons. Comme le Premier ministre l'a dit, tirer les leçons est obligatoire. À tirer les leçons, à revoir les dispositifs, à faire de telle sorte que les Maliens regagnent en confiance. Et c'est cela qui est possible. Nous n'avons pas d'autre choix. Les djihadistes ou tout autre mouvement terroriste ne sont pas des alternatives. Ils tuent les gens, ils bafouent les gens. Et laissez-moi rappeler aussi un dernier élément important. Oui. Ils ont explosé une mosquée, tué des civils qui allaient prier, pour dire que le peu de citoyens maliens qui accordaient du crédit, qui les prenaient pour des musulmans, qui les prenaient pour des gens qui avaient l'amour de Dieu, doivent comprendre que tout cela fait partie d'un dispositif de prédation internationale sur nos ressources, les ressources de l'AES. Cette prédation date depuis la colonisation avec les accords que un certain nombre de puissances coloniales ont essayé de signer. Et donc, nous n'avons aucun autre choix que de nous battre, que de nous faire face. Oui. Par le passé, nous avons cru que nous pouvons croire en certaines de ces personnes. Nous avons cru en des négociations. Le Mali a tendu la main à plusieurs reprises. Oui. Nous nous retrouvons toujours dans cette crise. Oui. Si notre génération ne fait pas face, quel monde nous allons léguer aux générations futures? Nous devons nous battre pour que nos enfants puissent goûter au développement, à la paix, pour qu'ils puissent parler de cette situation comme une histoire définitivement résolue et une histoire du passé. Monsieur Aïdara, c'est bon à vous écouter. Je pense que le message est entendu. Merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que l'invité de ce journal, c'était Monsieur Badi Aïdara, analyste politique. Merci beaucoup. Et je pense que le message est pour également les peuples de l'AES, nos frères du Niger et du Burkina Faso. Nous allons poursuivre sur le même sujet à Ségou avec cette rencontre de sensibilisation des forces vives pour la paix et la stabilité au Mali. Le gouverneur de la région veut mettre toutes les couches de la société au même niveau d'information et de sensibilisation. Ramata Konate et Ibrahim Adolo sont nos correspondants sur place. Ils nous donnent plus de détails également sur l'hommage rendu à feu général d'armée Sadio Kamara pour sa bravoure, son amour de la patrie et son leadership au service du Mali.
Après le recueillement pour le repos éternel de l'âme du général d'armée Sadio Camara et de toutes les victimes civiles et militaires, le gouverneur de la région de Ségou réactive les forces vives pour la paix au Mali. Pour ce faire, les mots d'union, d'entente et de fraternité, toujours prônés par feu général d'armée Camara, doivent résonner dans nos oreilles et guider nos pas au quotidien. Je voudrais vous rassurer de l'engagement total des forces de défense et de sécurité qui poursuivent sans relâche leur mission de protection des personnes et de sécurisation de leurs biens. J'en appelle au sens élevé de responsabilité de chacun. Ne cédons ni à la panique, ni à la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. Le gouverneur de Ségou a, au nom du président de la transition, exhorté les Maliens de façon générale et les Ségoviens en particulier à l'union sacrée pour le Mali. Je vous exhorte à maintenir cet esprit en renforçant votre collaboration avec les forces de défense et de sécurité. C'est dans l'unité, la discipline et la foi que nous surmonterons ensemble cette épreuve. Des messages de sensibilisation bien assimilés par les forces vives de la région. Ensemble, tous ceux qui ont choisi le Mali, nous devrons rester soudés. La mission qui nous reste, nous les vivants, c'est de continuer l'œuvre qu'ils ont entreprise, extirper le Mali des griffes de ceux qui veulent la prendre. Les messages que j'ai à lancer à l'endroit, surtout des femmes de Ségou et de la population du Mali, c'est un message de paix, de sécurité et de cohésion sociale afin d'éviter l'amalgame. Les femmes ont notre soutien total. Faisons attention, donnons-nous les mains, faisons en sorte que ces violences ne persistent pas. Et surtout, faites attention à tous ces messages et actes qui exacerbent les violences et les tensions. Cette rencontre est l'occasion pour les participants de renouveler leur soutien aux autorités de la transition pour un Mali uni, stable et prospère. Les autorités régionales échangent à bâton rompu avec celles traditionnelles coutumières et religieuses de Koutiala. L'objectif est de sensibiliser les populations sur le rôle de chaque Malien dans la culture de la paix, la lutte contre l'insécurité. Votre rôle est fondamental. Vous êtes des repères dans vos communautés. Votre parole apaise, rassemble et oriente. C'est pourquoi les plus hautes autorités comptent sur vous pour contribuer à préserver le calme, renforcer la cohésion sociale et soutenir l'effort national. La stratégie, c'est de voir avec des mesures d'accompagnement au niveau des us et coutumes, surtout nos chefs de village, nos chefs de quartier, c'est de les accompagner, même voir instaurer les assemblées des villages. Que chaque chef de famille, lors de ces assemblées, discute du développement de sa localité. Je lance un appel vibrant à tous les frères, à toutes les sœurs, que chacun se lève, qu'on se donne la main pour que le Mali puisse vraiment avancer. Et je pense que la mission d'un chef de village ou bien d'un chef de quartier, c'est d'assurer d'abord la sérénité et la paix au niveau du village et de détecter et de signaler tout comportement suspect au niveau du village ou bien au niveau du quartier. C'est à l'unisson que l'on pourra aboutir à la renaissance du Mali à l'image de nos vaillants soldats qui ont prêté serment sous le drapeau pour le Mali. Chacun a rendez-vous avec l'histoire pour tout acte posé. Voilà un reportage signé donc Ramata Konaté depuis Ségou et Brahima Kone depuis Koutiala. Une rencontre de sensibilisation des forces vives pour la paix et la stabilité au Mali dans les régions de Ségou et de Koutiala. Nous avons cette information venant de l'État
major général des armées, qui informe donc l'opinion nationale qui, dans le cadre des missions de reconnaissance offensive en cours sur l'ensemble du territoire national, les vecteurs aériens des forces armées maliennes FAMA ont effectué avec succès ce samedi 2 mai 2026 des frappes ciblées contre une importante cachette d'armes et de munitions appartenant à des groupes armés terroristes au sud-est de la localité de Gourmararous. L'évaluation du bilan fait état de plusieurs terroristes neutralisés ainsi que de la destruction totale de la cachette d'armes et de munitions. Le chef d'état-major général des armées félicite les FAMA pour leur détermination et leur engagement sans faille au service de la défense nationale. Les groupes armés terroristes seront traqués jusque dans leur dernier retranchement sur toute l'étendue du territoire national. Unis, nous vaincrons. Fin de la 5e cohorte à l'école de la citoyenneté, forte de 200 participants à Bamako. Le programme s'est apaisanti sur des thématiques liées à la citoyenneté, au civisme, à la civilité, aux règles de conduite, à la paix, à la cohésion sociale et au vivre ensemble avec comme socle les valeurs ancestrales. Abdul Karim Kaba nous fait le point. J'admets être conscient de mes devoirs. À travers ces serments, les jeunes s'engagent à être des ambassadeurs de la citoyenneté, du civisme, à respecter les règles de conduite, à promouvoir la paix et la cohésion sociale. Nous ne parlons pas aujourd'hui en simples participants, mais en porte-voix d'une jeunesse engagée, consciente et déterminée. Nous avons entendu l'appel lancé à la jeunesse par son Excellence, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nous voulons lui dire que cet espoir est déjà en marche. La jeunesse est debout, consciente et engagée, elle n'échouera pas. Cette cohorte se particularise à travers des innovations comme des ateliers de coupe-couture, des savonneries et l'informatique. Nous avons innové 3 ateliers. Il y a l'atelier de couture, coupe-couture, l'atelier de savonnerie, l'atelier de la salle informatique. Pour un départ, c'est l'initiation. Mais avec l'initiation, il y a beaucoup qui ont rapidement pu comprendre et puis apprendre quelque chose et pouvoir travailler. Au niveau de l'informatique aussi, c'est l'initiation. Ils ont travaillé sur Word et Excel. Le programme à l'école de la citoyenneté vise à favoriser un changement de mentalité chez les jeunes afin qu'ils soient des bâtisseurs de la nation. Ce que vous constatez en cette cérémonie n'est pas simplement le fruit de 15 jours d'activités intenses. C'est la matérialisation de la vision des plus hautes autorités du pays, en particulier celle de son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, qui a placé sa confiance dans la jeunesse malienne. Nous avons transformé cette confiance en actions concrètes, des ateliers dynamiques, des panels enrichissants, des productions artistiques et scientifiques, des unités de production et surtout des jeunes engagés, inspirés et fiers de leur rôle de citoyens. Je peux vous assurer en toute sérénité et fierté que cette cohorte a pleinement répondu aux ambitions de l'État. Elle a été une source d'inspiration et de confiance pour l'avenir. Elle nous montre que lorsque l'État investit dans sa jeunesse, celle-ci répond avec excellence et responsabilité. Nous avons semé des graines qui, j'en suis convaincu, porteront des fruits durables pour notre société. La promotion baptisée Général d'armée Sadio Kamara est composée de jeunes de la diaspora, des pays de l'AES et des déplacés internes. Lors de la cérémonie de clôture, le ministre Fomba a donné des instructions pour un stage rémunéré pour les 10 premiers et certains participants qui se sont distingués au cours de la formation. Et cet avis de convocation, le président du Haut Conseil des collectivités convie l'ensemble des conseillers nationaux à prendre part à la première session ordinaire de l'institution qui se tiendra du lundi 4 mai au mardi 2 juin à son siège à Bamako, au quartier du Fleuve, près du boulevard de l'Indépendance. La cérémonie d'ouverture de cette session est prévue pour ce lundi 4 mai à partir de 16h dans la grande salle des plénières de l'institution, mise en place terminée à 15h30.
16h30. Le président du Haut Conseil des collectivités sait pouvoir compter sur la présence effective de tous. Hajj 2026, depuis quelques jours, les pèlerins de la filière privée sont confrontés à une annulation de leur vol. Face à cette situation qui affecte plus de 4000 pèlerins, la direction de la maison du Hajj a animé un point de presse. Et pour plus de précision, écoutons Dr Abdul Fattah Sissé, le directeur général de la maison du Hajj, est au micro de Moussa Kamara. La maison du Hajj informe l'opinion nationale et en particulier les pèlerins et les agences de voyage concernées qu'elle a reçu une notification officielle de la compagnie égyptaire adressée à son partenaire malien, Egypt Service, annonçant l'annulation de l'opération des vols du Hajj 2026 au départ et à la destination de Bamako. Selon les éléments communiqués par la compagnie égyptaire, cette décision fait suite à l'absence d'accord entre les parties sur la prise en charge de la différence de coûts liée à la hausse des prix de kérosène ainsi qu'au contexte sécuritaire au Mali aujourd'hui. Cette situation impacte directement plus de 4000 pèlerins maliens, ce qui suscite naturellement inquiétude et incompréhension. La maison des Hajj tient à rassurer l'ensemble des pèlerins concernés et leurs familles sur les points suivants. Les plus hautes autorités de notre pays sont pleinement informées de la situation. Des discussions sont en cours au niveau élevé afin de trouver une solution rapide et appropriée. Toutes les dispositions sont en cours et en train d'être étudiées pour assurer le départ des pèlerins maliens dans les plus meilleurs délais, Inch'Allah, et les plus meilleures conditions possibles. La maison des Hajj appelle au calme et à la sérénité et à la confiance, tout en réaffirmant son engagement total à défendre l'intérêt des pèlerins maliens, Inch'Allah. Le gouverneur de Mopti à l'abattoir régional, la démarche vise à dynamiser l'infrastructure et à booster l'économie locale à travers l'approvisionnement en viande bovine et ovine de la région. Oumar Maïga, Suleiman Tepsouki. La région de Mopti est une zone de production de bétail par excellence au Mali. L'abattoir régional de Mopti, situé à Sévaré sur une superficie de plus de 8 hectares, joue un rôle déterminant dans la gestion de la filière bétail-viande, l'un des piliers de l'économie agro-silvo-pastorale de la région. Du parc d'attente en passant par le couloir de forçage ou d'abattage, la salle de saignée, d'habillage, d'inspection et de pesée entre autres, le gouverneur a échangé avec les différents acteurs. Nous sommes venus au niveau de l'abattoir régional de Mopti pour deux raisons principales. La première raison est de s'enquérir du fonctionnement de l'abattoir et des conditions de travail des agents et des usagers de l'abattoir. La seconde raison, c'est de se rassurer que la viande qui sort de l'abattoir est de bonne qualité, propre à la consommation et que cette viande n'est pas du tout altérée. Je suis en poste pratiquement depuis 2018 et c'est la première fois en tout cas qu'on reçoit la visite du chef de l'exécutif régional, notamment le gouverneur de Mopti. Donc ça c'est vraiment salutaire. Et cette visite va vraiment permettre de ressortir les difficultés auxquelles vraiment les services vétérinaires en tant qu'équipe d'inspection est confrontée. Les fosses sceptiques, le parc d'attente et de transit et la tannerie ne sont pas restés en marge de cette visite de terrain et d'échange avec le concessionnaire, les services techniques de l'élevage et de la production industrielle et animale et le syndicat des travailleurs. L'appel que j'ai à lancer, c'est aux concessionnaires de se conformer aux termes de référence et au cahier de charges de la concession. Aux services techniques aussi, nous leur demandons de travailler dans le cadre de la réglementation. Et aux populations, nous leur demandons de se rassurer. La viande qui sort de l'abattoir régional de Mopti est de très bonne qualité. L'abattoir régional de Mopti fonctionne sous un régime de concession. Sa capacité de production est estimée environ à 10 000 tonnes par an.
Allez, un tour à Caille où la période de forte chaleur incite les habitants à prendre d'assaut les berges du fleuve Sénégal, surtout les jeunes et les enfants. Tous à la recherche de fraîcheur, ils s'adonnent à des séances de baignade alors que plusieurs parmi eux ne savent pas nager et malheureusement certains y laissent leur vie. Soucieuse de cette situation, la direction régionale de la protection civile de Caille fait des rondes quotidiennes. Une équipe de l'ERTM Caille avec à sa tête Brahim Adao a fait un tour au fleuve. Suivons ensemble. La cité des Rails est l'une des villes les plus chaudes du Mali avec des températures qui dépassent les 45 degrés Celsius entre le mois de mars et juin. Pendant cette période de forte chaleur, le fleuve Sénégal qui traverse la ville devient un lieu de rendez-vous pour les populations, en majorité des jeunes et des enfants, transformant ainsi les berges en véritables plages improvisées accompagnées de tous les dangers. Quand les enfants descendent dans le fleuve, nous les chassons. La plupart sont des talibés. Ils ne savent pas nager. Quand le pire se produit, nous alertons les secouristes somonaux. Si ça les dépasse, et aussi font appel aux pompiers qui viennent rapidement pour sauver la victime. Je ne sais pas beaucoup nager, c'est pourquoi je porte le gilet. Le gilet me sauve en cas de danger. Même l'année dernière, j'ai réussi à sauver un petit garçon qui allait se noyer. J'invite tous ceux qui fréquentent ces lieux à plus de prudence. Face à cette situation, le service de la protection civile fait des rondes au quotidien au bord du fleuve afin d'intervenir rapidement en cas d'alerte. Notre mission régalienne, c'est la protection des vies humaines, des biens et l'environnement. Et que vous prenez le fleuve Sénégal, ça se situe dans le cadre de l'environnement. Donc tous ceux qui profitent, que ce soit les lessives, que ce soit les baignades, que ce soit les lavages de motos et de tricycles, donc notre devoir est de les protéger tous. Donc c'est pour cela aujourd'hui, on est venu au bord du fleuve pour faire une large sensibilisation pour la population. Quelles sont les causes de ces noyades chaque année dans le fleuve? Beaucoup d'enfants sont indisciplinés, ils n'écoutent pas nos conseils. Même si on leur dit de ne pas aller dans les zones dangereuses, ils refusent. Nous lançons un appel aux parents d'accompagner les enfants quand ils viennent se baigner. La protection civile est en train de faire un travail remarquable ici. Après avoir écouté les consignes données, le cas de noyade à Caille aujourd'hui, ça a beaucoup diminué par rapport à l'année 2019 à nos jours. Aux enfants, même s'ils viennent au niveau du fleuve, qu'ils soient accompagnés. La baignade au fleuve est une nécessité pendant les périodes de forte chaleur, mais ne doit pas être une source de tragédie. Donc, pour éviter les pires, la vigilance des parents et la discipline des jeunes doivent être de mise. Maintenant, nous allons découvrir ensemble les mouches soldats noirs. Ah oui, ça existe. Ce sont des insectes qui produisent et peuvent servir comme aliment volaille, poissons et également pour les cultures dans les champs. Cette production en cours d'expérimentation à Ségou est pratiquée par le Centre sahélien pour la biodiversité pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire, aquacole et avicole, nous précise Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Des mouches Ceux sont le produit de plusieurs mutations, plus utiles que nuisibles, des mouches soldats noirs. La mouche soldat noir, c'est la richesse de l'Afrique sahélienne. La mouche soldat noir est plus qu'un insecte qui vole, mais c'est un atout pour les pays en voie de développement. Quand on voit les conditions, les questions climatiques, quand on voit les conditions, les questions environnementales, quand on voit les questions de gestion des déchets, la mouche soldat noir est une alternative aujourd'hui, un insecte qui nous permet vraiment d'avoir de quoi à penser à un monde de demain, en sachant l'utiliser. Ces mouches, fruits d'une recherche scientifique vue au Cuba et au Bénin que le Centre sahélien pour la biodiversité à Ségou expérimente depuis des années. Dans ce centre, la production des mouches soldats noirs se fait selon un processus méticuleux. Une fois que les mouches pondent, on fait la récolte des œufs. On vient maintenant avec les œufs dans l'écloserie et on fait éclore les œufs. Une fois qu'on finit d'éclore les œufs, on a les petites larves. Donc on récolte ces petites larves-là, on les donne la première alimentation qui est très légère, mais qui est très riche en éléments nutritifs. Une fois que la mouche quitte à cette étape,
ils viennent maintenant dans le larvarium. Le larvarium, on leur donne maintenant les déchets qui sont assimilables, les déchets des ménagers. Donc ces déchets ménagers et les restes des aliments qui sont récupérés font en sorte que la larve devienne très mûre avant que ça se transforme en état pré-pupe. Une partie de ces larves devenues adultes est transférée dans une volière et devient des mousses soldats noirs. Une autre partie est utilisée dans plusieurs domaines. Donc quand la larve devient plus mûre, on le partage en deux. Il y a d'autres larves qui partent au niveau de l'alimentation des volailles et l'alimentation des poissons, et l'autre qui continue l'étape, n'est-ce pas, pour devenir la mouche soldat noire en passant par l'état pré-pupe. C'est les aliments ingérés, le reste des aliments ingérés par les mouches soldats noirs, les déchets ménagers ingérés, qui sont qu'on appelle les frasses. Les frasses, c'est des composts très très riches qui ont été assimilés par les mouches, transformés par les mouches, sans une intervention humaine. C'est les mouches qui l'ont transformé. La survie des mouches soldats noirs nécessite des conditions climatiques et environnementales bien maîtrisées. La température optimale, ça varie de 40 à 70%. Donc si c'est au-dessus de 40%, ce n'est pas bon pour les mouches. Il faut que l'humidité soit haute pour que les mouches puissent faire leur accouplement et leur ponte, ensuite leur émergence. Aujourd'hui, quand on regarde le Mali, le taux d'humidité actuellement en période du mois de mars est relativement, la taux d'humidité dans l'air est très basse. Le pourcentage est à moins de 15%, sinon à moins de 5%, tellement qu'il fait chaud et sec. Et la mouche soldat noire a besoin d'une condition climatique de plus de 20 à 30%. Mais nous, en tant que spécialistes dans la matière, on sait que quand on va réussir à l'adapter dans ces moments les plus critiques, on pourra maîtriser la chaîne toute l'année. Une mouche soldat noire peut produire 500 à 900 œufs par ponte. Après la ponte, les œufs sont recueillis puis introduits dans la chaîne de production, similaire au principe de conservation de la masse. Cette initiative, qui est en phase d'expérimentation, pourrait ouvrir la perspective d'une souveraineté dans l'alimentation avicole et aquacole. Si vous avez trouvé une alternative qui peut remplacer la farine de poisson et produire à moindre coût et avec des éléments nutritifs, je crois que c'est une opportunité à saisir et qu'il faut en profiter. Et maintenant, il suffit que nos chercheurs vraiment trouvent un moyen pour la production à grande échelle. Pour un système comme ça, si on parvient vraiment à bien faire le travail et assister les systèmes et que les producteurs y adhèrent, je pense que ça va être un moyen dans l'alimentation des animaux. Cette production peut booster le secteur agricole car la mouche soldat noire est utilisée comme aliment volaille, poisson et intrants agricoles. Pour une souveraineté alimentaire. Le programme alimentaire mondial PAM réitère sa contribution et accompagnement aux populations de la région de Taoudéni. C'est ce qui ressort des échanges avec les autorités régionales, l'alimentation d'urgence, l'appui aux cantines scolaires et l'appui nutritionnel au cœur de leur activité seront la responsable du PAM. Idrissa Goulou Sissoko, correspondance. Les autorités régionales de Taoudéni multiplient les rencontres avec les partenaires afin de soulager les populations de la région. C'est ainsi qu'à la rencontre avec le programme alimentaire mondial PAM, il a été question de sécurité alimentaire, comment prendre en charge les personnes déplacées internes et redynamiser les cantines scolaires, entre autres. D'abord, je lui ai remercié pour la très bonne collaboration entre le PAM et le gouvernement. On est toujours ensemble pour quoi que ce soit. Et après, j'ai expliqué un peu que malheureusement, le PAM, comme toutes les agences et les ONG, on traverse une période difficile en tant que la mobilisation de ressources. On a maintenant une contrainte de ressources qui, quant au PAM, a surtout affecté le sud-centre du pays. Heureusement, on est resté ici, à Tombouctou, Taoudéni. Et on a l'intention de continuer ici avec tout le type d'activités que le PAM a toujours mené. Le chef de l'exécutif régional se réjouit de l'attention toute particulière qu'accordent les partenaires à la région de Taoudéni. Le PAM, c'est un partenaire très important pour notre pays, le Mali. Et aussi, au niveau de la région de Taoudéni, c'est une nouvelle région
Tout le monde sait qu'on a beaucoup de difficultés dans tous les domaines. Donc on est changé avec tout ce qui concerne leur programme par rapport au niveau de la région de Taoudéni. Et je pense qu'avec l'expérience qu'on a avec les PAM, on a un grand espoir pour qu'on puisse, la population de Taoudéni, bénéficier de ce programme. Les deux parties se sont engagées à mieux collaborer pour le bonheur des populations de la région de Taoudéni. Lancement à Tomia, dans la région de Sand, d'une vaste campagne d'assistance alimentaire aux personnes nécessiteuses. Ce sont au total 1250 ménages déplacés, internés, communautés hautes des cercles de Tomia et Fangasso qui recevront des kits de subsistance et de transfert monétaire. 200, le reportage de Driss Akouni. Cette cérémonie de remise officielle est le début d'une vaste campagne de distribution de kits alimentaires et transferts monétaires. Au total, 1250 ménages déplacés, internés et communautés hautes des cercles de Tomia et Fangasso sont concernés. Cette assistance, troisième du genre depuis 2025 par le consortium Adramali AFAD pour un coût global de 113 905 625 francs CFA, entre dans le cadre du projet GFFO. Adramali et AFAD travaille à rendre les ménages hôtes et PDI plus résilients à travers la prévention et la préparation face au choc, ainsi que le renforcement de l'inclusion et de la cohésion sociale. Je suis très contente aujourd'hui parce que je viens d'avoir de l'aide. Je viens de recevoir 50 kg de riz, 50 kg de mil, 20 kg de haricots et 5 litres d'huile qui seront accompagnés d'un frais de condiment de 35 000 francs. Je suis très contente. Aujourd'hui, c'est la fête dans ma famille. Occasion pour les autorités locales de saluer les partenaires et d'exhorter les bénéficiaires à faire bon usage de cet appui constant au seul bénéfice de leur famille. La présente activité s'inscrit dans le cadre du projet GFFO qui constitue aujourd'hui un levier essentiel des réponses humanitaires dans notre zone. Depuis son lancement, ce projet n'a cessé de démontrer son impact positif sur les conditions de vie de nos populations affectées par les crises multiples, notamment sécuritaires, alimentaire et climatique. Il faut rappeler que le projet GFFO est financé par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. 31e session du conseil d'administration de la Cité des enfants. Les administrateurs passent en revue les activités menées en 2025 et dégagent les perspectives. Selon les administrateurs, malgré un contexte difficile, il ressort que la Cité des enfants a engrangé des résultats encourageants au titre de l'année écoulée. Bokari Koulibaly nous en parle. 31e session du conseil d'administration de la Cité des enfants, l'ouverture des travaux s'est faite dans le recueillement. Une minute de silence lourde de sens en hommage au ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, brutalement arraché à l'affection de la nation. Après l'émotion, place à la session. Le rapport d'activité 2025 est présenté. Un bilan globalement satisfaisant malgré un contexte difficile. L'acquisition d'équipements, la réhabilitation des infrastructures, le renforcement des capacités du personnel, l'organisation d'activités en faveur de la protection et la participation des enfants. Parmi les actions marquantes figure une journée de sensibilisation en hygiène bucco-dentaire ayant mobilisé 400 enfants, ainsi que la 7e édition du Salon de l'enfance de Bamako qui a rassemblé plus de 6000 participants. Malgré un contexte difficile, la Cité des enfants a réalisé des performances appréciables avec un taux d'exécution budgétaire de 92,20% et un taux de recouvrement de 68%. Des avancées notables, mais des défis persistent. Retard de financement, insuffisance de matériel roulant et bureautique, vétusté des infrastructures et des manèges, sans oublier les problèmes récurrents d'électricité. Face à ces contraintes, la direction affiche ses ambitions. Moderniser l'établissement pour offrir aux enfants un cadre plus sûr, plus attractif et propice à leur épanouissement. Nous voulons dans les perspectives qu'il y ait vraiment une déconcentration quand même de structures de loisirs dans nos capitales régionales. Nous souhaitons quand même mettre en place une base de données.
sur la participation des enfants. Au terme des échanges, les administrateurs valident le plan d'action. Autre moment fort de cette session, la reconnaissance d'un engagement exemplaire. Fatoumata Inaba, journaliste à l'ORTM, est honorée pour 17 années de dévouement et sa contribution constante au rayonnement de la Cité des enfants. Le Burkina Faso décide de suspendre l'importation du riz afin de promouvoir la production nationale, une mesure stratégique qui suscite de nombreuses réactions. Et pour mieux comprendre les motivations et les implications d'une telle mesure, je vous invite à écouter le directeur général de la promotion de l'économie rurale du Faso. Grâce à l'offensive agro-pastorale lancée par les plus hautes autorités du pays en 2023, le Burkina Faso a pu produire plus de 1 million de tonnes de riz paddy, la campagne écoulée. Une quantité largement suffisante pour couvrir les besoins nationaux pendant un certain temps. Le hic, c'est que l'écoulement des produits issus de nos rizières pose problème. Les unités de transformation peinent à écouler le riz transformé, ce qui limite l'enlèvement du paddy auprès des producteurs, alors même que ceux-ci disposent encore des stocks et entament de nouvelles récoltes pour la campagne sèche. Et cette situation décourage donc ces producteurs qui doivent déjà se préparer pour commencer une nouvelle campagne humide. Une situation décourageante qui nécessite réaction de la part des autorités compétentes. Dans le cadre de la première phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne, les populations ont été invitées à consommer local. En plus de cette sensibilisation, d'autres mesures ont été prises pour faciliter l'écoulement du riz made in Burkina Faso. Le gouvernement a instauré un quota d'enlèvement à l'importation du riz qui imposait aux importateurs d'acheter 10% de leur volume d'importation auprès de nos acteurs locaux. Mais malgré cela, nous avons surtout noté des tentatives de fraude et de contournement de la mesure par certains acteurs. C'est au regard de tout cela que la décision de suspension temporaire des importations de riz est intervenue. Une suspension mise à la connaissance du peuple à travers ce communiqué interministériel en date du 29 avril 2026. Dans un contexte marqué par la recherche de la souveraineté alimentaire, les autorités burkinabées optent pour cette mesure forte. Une décision qui vise à soutenir les producteurs et les unités de transformation locale de riz. Une 60aine de milliards pourrait être engrangée mensuellement grâce à cette mesure. En termes de valorisation, ces importations représentent près de 60 à 65 milliards de francs CFA comme ressources qui pourraient être réinjectées dans l'économie nationale si les achats étaient orientés au niveau de la production nationale. Mais la mesure soulève des préoccupations, notamment sur les prix et la disponibilité du riz sur le marché. Arnaud Olekam rassure quant à la mise en place d'un mécanisme de suivi rigoureux. La mécanisation du domaine, le renforcement du suivi et l'usage de trieuses optiques offertes par le capitaine Ibrahim Traoré ont permis aux unités burkinabées de produire du riz de très bonne qualité. CAN Cadet, le sélectionneur du Mali, Demba Mamadou Traoré, a dévoilé ce samedi la liste des joueurs retenus pour la CAN prévue au Maroc du 13 mai au 2 juin prochain. La dite conférence s'est tenue au siège de la Fédération malienne de football à Amdalaï ACI 2000. Bouraïma Diallo et Barakou Maïga étaient sur place pour le RTM.
Le sélectionneur national de l'équipe cadette du Mali, Demba Mamadou Traoré, a communiqué ce samedi 2 mai 2026 la liste des joueurs prêts à défendre le drapeau national à la CAN de la catégorie prévue au Maroc du 13 mai au 2 juin 2026. Et le sélectionneur Traoré s'est basé sur les critères comme la compétitivité, la complémentarité, la discipline et l'esprit d'équipe pour choisir ses 25 joueurs. Cette liste est composé de 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 7 milieux de terrain et 8 attaquants. Vice-champion d'Afrique en titre, les Aiglonnés du Mali et leur encadrement ambitionnent de mieux faire que lors de la dernière participation. Nous avons à cœur de faire beaucoup plus, donc d'aller maintenant non seulement se qualifier pour la Coupe du Monde, aller en finale et maintenant chercher ce trophée qui manque au public malien. Ça, c'est notre désir le plus ardent. Maintenant, sur quoi ça va se jouer, je pense que c'est le football des jeunes, c'est le mental, donc c'est la motivation qu'on va pousser les jeunes derrière. Au nom de la Fédération malienne de football, le président de la commission des jeunes a demandé au public sportif malien d'accompagner cette formation. Mon rôle est de soutenir mes équipes, toutes catégories confondues. Donc, on aura besoin de soutien de chacun, du public malien. À la CAN des moins de 17 ans au Maroc, le Mali est logé dans le groupe C avec l'Angola, la Tanzanie et le Mozambique. Voilà, ce journal est terminé. Je vous rappelle qu'on avait comme invité M. Badi Haïdara, analyste politique, qui nous a éclairé sur la cabale médiatique des médias occidentaux à l'encontre du Mali à travers la désinformation, la manipulation et l'intoxication, surtout particulièrement sur nos forces armées. Merci à nos téléspectateurs de Dia, Sanga et Koubi. Bon week-end à tous. Je vous retrouve demain, je l'espère. Bonsoir.